C'est bon? C'est bon. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et donc de vous présenter donc, Soprasteria. Donc, Soprasteria est partenaire avec NWX de maintenant 8 ans. Et dans notre partenariat, ce festival NWX est l'événement phare de l'année. Nous sommes ravis chez Soprasteria de pouvoir y accueillir nos clients qui viennent chaque année un peu plus nombreux pour profiter de l'excellence de la programmation. Je voudrais remercier mes clients pour leur présence et je voudrais remercier aussi Soprasteria bien sûr, mais surtout NWX pour rendre cet événement possible. Alors Soprasteria, c'est un pionnier européen de la technologie, donc dans le domaine du numérique, un groupe de plus de 50 000 personnes. Nous sommes présents sur tout le territoire français. Nous sommes la deuxième entreprise de services numériques en France et nous sommes présents en Normandie, à Rouen, avec 150 collaborateurs. Chez Soprasteria, notre volonté, c'est de mettre l'humain au cœur de la technologie. Donc nous avons bien entendu des réflexions sur l'intelligence artificielle et nous voulons y apporter une démarche à la fois éthique et responsable. Quand je vous parle éthique, responsable, humain, je pense que j'ai fait un peu la synthèse des grands points d'Inès Leonarduzzi. Et pour nous, finalement, cette conférence sur l'émotionnel dans un monde artificiel était une évidence d'être là pour aujourd'hui pour introduire cette conférence. Qui plus est, à titre plus personnel, dans ce monde de la tech assez masculin, Marianne, tu ne me diras pas le contraire, je suis extrêmement contente de donner la parole à une femme. Et quelle femme! J'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir la rencontrer hier soir. Son parcours déjà m'avait impressionnée. Marianne t'en a dit quelques mots. Et j'ai eu une rencontre assez merveilleuse. Elle incarne à la fois, je trouve, l'intelligence, l'insimplicité, et c'est une conteuse hors pair. Je vous prie d'accueillir Inès Leonarduzzi pour sa conférence sur l'émotionnel dans un monde artificiel. Bonjour à toutes et à tous. Autant vous dire que j'ai une pression dingue là quand même. Hein, une présentation de haut vol, je ne sais pas si je la mérite, et puis passer derrière Monsieur le Ministre. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est de vous raconter une histoire. Je vais tenter en tout cas, et de redescendre un peu. On vient d'avoir une vision un peu macro. On va redescendre sur des enjeux micro qui nous appartiennent, qui appartiennent au quotidien. L'émotionnel. Alors oui, il y a des vérités qui ont été énoncées juste avant, dans l'heure précédente. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas anticiper parce qu'on ne sait pas, et ça a été dit très justement, tout change tous les jours, toutes les 5 minutes. Les enjeux changent, les enjeux ne sont plus les mêmes. Et par ailleurs, les paradigmes changent aussi. Donc c'est assez perturbant et il faut vivre dans un monde en perpétuel changement très complexe. Ce qui ne va pas changer, c'est qui nous sommes, ou si peu. Et je vais y venir. Je vais vous raconter l'anecdote d'une femme dont la maman est décédée. Et tous les matins, elle reçoit une notification de son opérateur. C'est un message vocal et chaque matin, elle écoute ce message vocal. Il s'agit de sa maman qui lui laisse un message tous les jours différent. Et tous les jours, elle est bouleversée parce qu'elle entend la voix de sa mère. Évidemment, la voix qu'elle entend est une voix artificielle. Et ce scénario existe déjà, il n'est pas courant, mais il est déjà possible. D'ailleurs, c'est un super pitch de start-up demain pour se spécialiser dans l'émotion et exploiter le deuil des personnes. Eh bien, c'est d'aller inventer des messages qui vont nous permettre de faire revivre des personnes dans une durée indéterminée, peut-être même éternelle, de personnes disparues pour leurs proches. Ce que je viens d'énoncer comme exemple, un peu farfelu mais réel, comme je le disais, c'est l'écart dans lequel nous vivons, l'écart entre le simulé et le vécu, entre le code et le cœur. Et c'est peut-être ça qui m'a intéressée aujourd'hui, c'est de parler de la manière dont aujourd'hui le boom des IA génératives, les IA génératives sont nées d'un besoin, et en réalité elles doivent leur boom à nos émotions.
au lien émotionnel qu'on a créé avec elle. Et je vais y revenir. Peut-être rapidement me présenter. En effet, moi, je suis économiste de formation et j'ai étudié l'art, les marchés de l'art contemporain. Alors vous allez vous dire, aucun rapport, c'est vrai. Mais vous verrez qu'en fait, ce n'est pas complètement anodin et ça me sert beaucoup aujourd'hui. J'ai en effet fondé une ONG, Digital for the Planet, notamment dans le numérique responsable, sur les enjeux de la pollution numérique à la fois environnementale, intellectuelle et sociétale, c'est-à-dire les impacts du numérique à la fois sur la planète, les humains, mais également nos systèmes cognitifs et le vivre ensemble, nos formes de société. J'ai cofondé Gordiane, une société de cybersécurité qui est toute neuve, une société une solution basée sur un LLM que nous avons développé en interne chez nous, donc un grand modèle de langage souverain, français, adressé surtout aux ETI, aux TPE, aux PME. Et pourquoi je vous en parle? Parce que même dans la cybersécurité, un sujet qui peut paraître très froid, très loin de nous, en réalité qui nous concerne dans une ampleur qu'on imagine à peine, mais fait partie entière du sujet que je traite aujourd'hui, c'est-à-dire l'émotion. 90% des attaques, des cyberattaques sont basées sur nos émotions. La peur de tout perdre, l'urgence de payer tout de suite, et puis la manipulation affective en vous faisant croire que vous parlez à quelqu'un à qui vous ne parlez pas. J'ai écrit un livre en 2021, qui a été publié aux éditions de l'Observatoire, qui s'appelle « Réparer le futur » et dans lequel j'aborde toute la psychologie, la sociologie, l'économie de la donnée. La donnée, il ne faut pas la donner. C'était mon titre de ce sous-chapitre. Je trouvais que j'étais très créative dans cet élan-là. La donnée, il ne faut pas la donner. Il y a quelques années avant ça, donc, j'ai passé ma vie à faire, ces 15 dernières années, à faire des expériences avec des gens. Notamment des artistes contemporains. Vous voyez, ça n'a pas servi à rien. Et on a déployé une installation artistique de la taille à peu près de cette pièce, qui est magistrale d'ailleurs. Et c'était un casino, un vrai casino. On avait mis du velours rouge, des machines à sous, des tapis, des petites étoiles sur des rideaux. C'était magnifique. On ne l'avait pas appelé Las Vegas, on l'avait appelé Las Datas. Parce qu'en réalité, vous ne veniez pas jouer avec vos sous, vous veniez jouer avec vos données. Et vous êtes monsieur Tartampion, eh bien c'était un jeton. Vous êtes en réalité une femme, c'était 5 jetons. Vous votez à droite, c'était 4 jetons. Vous êtes végane, c'était 3 jetons. Et en fait, ça permettait aux gens qui venaient faire l'expérience, vous avez compris le système, de se rendre compte que toutes nos données n'ont pas la même valeur. D'abord, qu'elles ont toutes une valeur, mais que plus vous allez partager qui vous êtes, comment vous pensez, qu'est-ce que vous aimez consommer, et plus vous donnez en réalité une valeur incroyable aux grands fabricants d'Internet, aux grands fabricants des IA. Parce qu'aujourd'hui, si Internet est gratuit, si ChatGPT, Gemini, Claude 3 sont aussi accessibles, c'est parce que ça repose sur nos données. D'ailleurs, quand vous demandez à ChatGPT, est-ce que vraiment tu supprimes bien tout ce que je te demande, les trucs hyper intimes, les trucs hyper secrets, les trucs machin? Alors, il va vous répondre, oui, si vous programmez dans les paramètres, etc. Après, oui, mais il y a quand même une cuisine arrière. Enfin, à un moment donné, Sam Altman, s'il est avec Trump et il lui dit « Moi, j'aimerais bien savoir ce que telle personne pense. » Attends, bouge pas. Moi, ça m'intrigue beaucoup. Et en fait, la ChatGPT, moi, je lui pose cette question. Je lui dis « Non, sincèrement, si demain Trump est avec Sam Altman, qu'est-ce qui se passe ?» Il n'est pas censé garder vos données. J'adore la nuance. Il n'est pas censé les garder. La donnée, il ne faut pas la donner. Et à la fois, on le fait parce que c'est le jeu. C'est le jeu parce qu'en effet, ça a été dit, oui, nos États manquent de courage politique. Et nous, concitoyens, on manque aussi de courage citoyen, de se mobiliser. Qui connaît le nom de son député ici? Vous voyez? Monsieur Bravo. Une personne. Et c'est pas grave, hein, je donne des conférences dans le monde entier, en effet, c'est pareil partout. Dans toute la France, personne ne connaît le nom de son député. Pourtant, ces gens-là sont payés avec nos sous pour avoir des permanences pour qu'on puisse aller les voir, tous ensemble, et dire voilà le projet de société que nous voulons demain. C'est exactement le propos de l'ONG qu'on a fondée, Digital for the Planet. Réunir les avis citoyens, les désirs citoyens pour que nous puissions demain avoir un futur, en tout cas numérique, que nous souhaitons.
Vous avez aussi l'IA dans le recrutement. Je trouve ça scandaleux. Vous savez, le recrutement où vous avez maintenant des IA qui vont analyser vos niveaux de stress. Moi, j'ai ma cousine qui a passé son entretien pour travailler à l'OCDE. Et à l'OCDE, le premier entretien, eh bien, c'est une IA qui vous pose des questions en ligne. Vous répondez, vous êtes filmé. Vous devez mettre, comme dans un photomaton pour les photos du passeport, vous devez mettre votre tête dans le cadre. Vous répondez aux questions et elle analyse. C'est effrayant. Effrayant. C'est effrayant parce que d'abord, ça vient amputer le droit à l'émotion, le droit à la vulnérabilité, le droit au stress, le droit à la peur de ne pas être pris, de ne pas plaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans des contextes où non seulement donc on a une injonction complètement léonine de nous dire « vous ne ressentez pas, s'il vous plaît, merci de vous tenir », et en plus qui est complètement fausse parce qu'elle ça nous fait croire que l'IA est largement capable d'analyser des émotions qu'en réalité, elle la dépasse. Alors je sais, on nous a vendu du fantasme avec Her, le film, avec l'autre film After Yang, avec Ex Machina. Et là, vous êtes en train peut-être, certaines d'entre vous, vous dire oh, elle exagère un petit peu, moi je trouve que ChatGPT fait très bien le taf. Et non, justement, la flatterie, parlons-en, je viens de l'évoquer un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand ChatGPT fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ou Gemini ou Claude? C'est en fait un effet secondaire du RHLF, c'est l'apprentissage par renforcement lié au retour des humains. J'explique ça plus simplement. Quand elle vous donne une réponse, par exemple, vous lui dites, voilà, je viens de me disputer avec mon mari, ça ne va pas du tout, il m'a dit ça, moi j'ai répondu ça, tu es d'accord avec moi quand même? Et là, il vous dit, ben oui, complètement, je comprends parfaitement et c'est normal que tu sois triste. Ce qu'il a fait était un manque de reconnaissance de qui tu es et de ce que tu as fait pour lui. Moi, je pense que tu devrais lui dire, mon cher amour, parlons-en. En revanche, et là, vous avez un argumentaire qui est incroyable. Vous dites, mais c'est exceptionnel cette histoire. Et là, vous balancez ce truc-là à votre mari et puis vous lui dites merci, parce que vous avez peur qu'un jour l'apocalypse ce soit les IA qui nous gouvernent. Alors vous dites, si je suis poli avec ChatGPT, peut-être qu'ils m'épargneront. On est d'accord? C'est terrible, on est dans un vortex de folie. Moi, j'en veux pas aux IA, comme beaucoup, j'en veux à nous-mêmes. Et donc, on lui dit, il va vous dire cette chose formidable. Je suis là si tu as besoin de moi. Et là, vous lui dites, merci vraiment beaucoup, je suis touchée, parce que vous êtes aux abois, vous êtes dans le ressenti le plus profond, le plus intense. Mais en fait, il le fait parce que vous lui avez dit merci, j'apprécie. Et qu'est-ce qui se passe? RHLF, renforcement de mon apprentissage par le retour humain. Attends, Grégoire est en train d'adorer ce que je suis en train de dire. Je vais renforcer ça dans mon apprentissage et je vais continuer à le faire. Le simple pouce pour les plus pudiques, de dire merci beaucoup pour ta réponse, il va comprendre. Le rapport au temps long, peut-être, peut nous sortir de cette injonction à réagir. Et c'est ce que veulent aujourd'hui les algorithmes, parce que l'IA générative, on n'en a pas que dans ChatGPT, Claude et Gemini, pardon. On en a aussi dans nos réseaux sociaux, aujourd'hui on en a aussi dans nos interactions, on en a aussi à l'OCDE quand on se fait recruter et ailleurs. On confond ressentir et réagir. Quand vous ouvrez votre fil de réseau social et que vous tombez sur une horreur qui se passe dans le monde, et que vous avez tout de suite envie de réagir, que vous voyez un reportage ou une interview indécente d'une personnalité publique qui dit des choses infâmes, et vous vous dites non, moi je mets un like et je mets un commentaire parce que je m'indigne, parce que c'est honteux de dire des choses comme ça. Vous êtes dans la réaction, vous n'êtes pas dans le ressenti. Vous subissez la réaction qu'on veut l'émotion, c'est-à-dire l'indignation. L'indignation fait tellement de thunes. L'indignation, c'est génial pour les IA, pour les algorithmes, parce que c'est ce qu'on adore. On veut que vous ressentiez, que vous réagissiez à l'indignation, mais que vous la subissiez, que vous ne la choisissiez pas. Et le temps long nous permet peut-être de prendre du recul. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, les émotions humaines les plus précieuses ne se manifestent pas à la vitesse industrielle. Elles ont besoin de mûrir, comme la confiance ou le pardon. Elles ont besoin de se déposer comme le deuil ou la gratitude envers quelqu'un. Les émotions ont besoin de se transformer comme le doute en décision ou encore la peur en courage. Alors vous voyez, on peut prendre le temps devant une nouvelle qui nous indigne de se demander est-ce que là on est en train de m'expliquer
Est-ce que là, on est en train de me faire faire exactement ce qu'on veut que je fasse, c'est-à-dire réagir, m'indigner, agresser quelqu'un qui a écrit un commentaire, mais qui ne pense pas du tout comme moi? Ou est-ce que je peux prendre du recul et me dire, est-ce que c'est mon combat? Est-ce que c'est vraiment là que je vais faire une différence? On peut aller sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus futiles. Le nudge sur les e-commerce. Je reçois un email, un objet à vendre, on me propose moins 40% et on m'offre les frais de port. Oh là là, hyper incitant. J'en avais pas besoin il y a 2 minutes. Je ne savais même pas que ça existait ce truc-là, mais en fait c'est hyper tentant, j'ai envie de le prendre. Nudge complet. Je subis l'émotion de l'envie. Les gens confondent souvent frustration, colère, indignation. Quand on ne répond pas à une envie, on crée de la frustration. Hein, votre fils qui veut un iPhone, et vous lui dites non, il est frustré. J'en ai besoin. Non, tu n'as pas besoin. Tu as peut-être besoin d'un téléphone ou d'être joignable. Et là, du coup, c'est la colère. Hein. Quand on ne répond pas à un besoin, je suis en colère. Je n'ai pas eu d'amour. On n'a pas pris soin de moi. On ne me donne pas ce qu'il faut pour réussir. Je suis en colère parce qu'on ne répond pas à mes besoins. Et l'indignation, c'est quand on manque à nos valeurs. Tu manques de respect à mes valeurs, je suis indignée. Donc là, frustration peut-être, parce que c'est ce qu'ils veulent. Attention, ça expire dans 15 minutes. Ben moi, je peux décider de dire non, je vais attendre. Et c'est fou, on l'a tous vécu. Hein. 24 heures après, on s'en fiche de l'article. Qu'on voulait être temps il y a encore 5 minutes. J'ai choisi mon émotion. Je ne me la fais pas imposer, encore moins par des IA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on ne parle pas de sensibilité, on parle de stimulation. Et ce sont deux énergies, deux concepts radicalement opposés. Le temps long, c'est ce qui permet de distinguer ce que je ressens maintenant et ce que je pense réellement. C'est décider de ne pas subir une émotion, mais de la choisir. Là, je vais accoucher d'une petite fille au mois de septembre. J'avais prévu d'accoucher dans un hôpital public, le même où j'ai accouché de mon fils il y a 6 ans. Et dans cet hôpital, je me suis aperçue que beaucoup de choses avaient changé. D'abord, jusqu'à mes 6 mois, eh bien, j'étais prise en charge essentiellement par des algorithmes. Je n'ai vu pratiquement personne. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée, il y avait très très peu de personnel. Et on m'a dit, on va vous voir que 10 minutes. J'avais attendu 4 heures dans la salle d'attente parce qu'ils étaient en retard. Ce n'est pas de leur faute, hein, paupérisation du service public, etc. Ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Sauf que moi, j'existe et j'ai des besoins. Et je n'ai eu affaire qu'à des algorithmes, qu'à des formulaires en ligne, etc. Et j'ai fait une chose que je ne pensais jamais faire. Eh bien, je suis allée voir une clinique privée et j'ai dépensé une somme qui pour moi est très chère pour aller accoucher là-bas. Je suis arrivée là-bas il y a 2 semaines et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez que maintenant nous voir pour accoucher chez nous ?» Je suis arrivée, mais presque comme une lépreuse affamée. J'ai dit « Je veux du lien. Je veux quelqu'un qui me parle. Je veux voir des gens. » Je suis traumatisée par le fait d'être mise à des formulaires et des algorithmes pour la naissance de mon enfant. C'est terrible parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que logiquement, je suis allée dans une dynamique où le lien devient un luxe. Le lien devient un privilège. Si j'ai les moyens, je peux aller avoir du lien dans une clinique privée où j'ai des bonnes sœurs qui vont prendre soin de moi. Et c'est exactement ce que je veux parce que j'en ai besoin pour cet accouchement. Je veux savoir qui sera là le jour où j'accouche. Je ne veux pas un algorithme qui va dire on a 3 d'accouchement et en fait peut-être qu'il n'y aura personne chez vous parce que c'est l'IA qui décidera. N'inventons pas un monde où le lien devient un luxe. Je vous en conjure. Le long terme ici peut nous aider et je finis là-dessus. Le long terme, c'est le contraire de la tyrannie de l'ici et du maintenant. C'est le contraire de l'IA. D'ailleurs, vous avez vu à quel point on peut péter les plombs quand l'IA met trop de temps à nous répondre. Hein, on est d'accord, on pète les plombs, on est des drogués devant son dealer. Vite, ma cam, t'es où? Mais qu'est-ce qui te prend? D'ailleurs, il y a des mèmes sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui montrent si l'IA était une personne, c'est un esclave. C'est un esclave, on est complètement fou, addict à ces technologies. Le temps long nous permet de nous réintroduire, mais on était déjà dans cette mouvance-là, on le sait, c'est rien de nouveau ce que je raconte. Le bouton jaune d'Amazon, hein, le jaune, l'urgence, l'émotion qu'on vous saisit, buy now. Pourquoi tu me dis now? Je suis déjà là, je vais l'acheter ton truc, pourquoi now? Pourquoi en jaune? Pourquoi c'est si urgent? Regardez comme on est conditionné. Imaginons maintenant
que Amazon se révolutionne, ça n'arrivera pas, hein. Et on met un autre bouton à côté de Buy Now, Buy in a week, à partir de $50. Like, take your time. It's okay. Hein? On le met en bleu, lavande. À côté, on vous met Buy in a month. Prends ton temps au-dessus de $150. C'est cher. On ne sait pas, peut-être que tu n'en as pas besoin. Imaginez le truc de fou. Comment ça reconditionne complètement la manière de consommer sur une échelle planétaire. Et allez, on fait les dingues. Il y a un 4e bouton, Borrow to a friend. Parce qu'on ne va pas me dire que l'IA n'est pas au courant de qui a déjà l'article dans vos entourages, dans vos amis, chez vos voisins. Maybe you don't need to buy that. Vous voyez, déjà, on reconditionne. Et là, on parle du UX design. Hein. UX design, dont les formations qui méritent d'exister vous forment à la psychologie comportementale, vous forment à l'éthique, je l'espère, aujourd'hui. On parle de l'UX design et à quel point ça modifie complètement nos comportements, mais aussi nos manières de penser, nos manières de ressentir et pas de réagir, de ne plus être des feuilles face au vent. Les IA ne sont pas du vent, j'ai bien en tête le timing. Les IA, elles s'approchent de moi délicatement, vous avez vu ? Il y a une intervention d'exfiltration de la scène qui s'approche. Nous ne sommes pas des feuilles face au vent. Hein ? C'est comme ce collègue ou cette collègue qui vient, qui vous dit des horreurs, qui vous dit des méchancetés, et qui vous met dans un état pas possible. Mais en fait, ce n'est pas ça la vie. On n'est pas dépendant des comportements des autres, de ce que l'IA veut nous faire faire. On n'est pas là pour être des feuilles virevoltant face au vent des IA et des gens. Nous sommes des arbres bien ancrés. Alors oui, nos branches peuvent bouger si j'en ai envie, mais on a des feuilles de printemps bien accrochées. Et peut-être c'est ça le mot de la fin, ce que j'essaie d'enseigner en tout cas dans les écoles où j'interviens. Nous ne sommes pas des feuilles d'automne, complètement soumises au vent. Nous sommes là pour pouvoir penser le temps long, prendre le temps d'être de bons ancêtres. Et c'est peut-être cette injonction qui nous permettrait d'avoir du courage politique, du courage citoyen, comme Jonas Salk l'a fait quand il a, dans les années 50, ce médecin qui a développé le premier vaccin contre la polio, qui a sauvé des millions de gens. Et quand les journalistes sont arrivés pour lui dire « Vous êtes un héros, monsieur », il a dit « Non, très peu pour moi. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être un bon ancêtre. » Ce qu'il voulait, c'était être un bon ancêtre à la manière des premières personnes qui ont planté des graines en Mésopotamie il y a 10 000 ans pour que l'agriculture naisse, les premières personnes qui ont frayé des chemins et des voies maritimes pour qu'on puisse voyager, les premières personnes qui ont combattu l'esclavage, le nazisme, les régimes totalitaires, et qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Les premières féministes qui ont été battues, frappées, pour que les femmes puissent être là, en jupe, éduquées, qu'elles puissent s'asseoir à côté des hommes, au premier rang. Vous vous rendez compte, il y a encore quelques années, ça n'était pas possible, il y a quelques décennies. C'est ça, être un bon ancêtre, c'est voir le temps long et se demander quelle planète nous laissons à nos enfants. Et évidemment, pourquoi est-ce que je m'occuperai des prochaines générations? Elles n'ont rien fait pour moi. Elles n'ont rien fait pour moi, mais elles existent déjà pourtant, elles existent déjà et on a une responsabilité envers elles. C'est Gilles Deleuze, et je finis avec lui, Gilles Deleuze, qui nous dit que ce qui est réel n'est pas toujours visible et ce qui est visible parfois n'est pas toujours réel. Exemple, votre reflet dans le miroir, on s'en fout. En revanche, l'air, l'électricité, ce qui nous permet de vivre est bien réel. Et c'est pareil pour les générations futures. À moins que toutes les femmes deviennent stériles demain, nous allons continuer à mettre des enfants au monde. Et si nous mettons des enfants au monde, c'est que nous avons une responsabilité envers le futur. Et c'est ça peut-être penser le temps long, c'est se dire qu'il n'y aura pas seulement un 2025, mais un 22 025. Moi, je m'amuse sur mon calendrier à mettre un 2 devant 2025 pour me rappeler qu'en fait, on est tout petit et qu'un jour, il y aura autre chose. Je ne sais pas ce que feront à ce moment-là les IA, mais nous, on peut choisir de comment on se comportera avec elles. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à Inès Leonarduzzi. Le temps long, ça me parle depuis 2125.